Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur Téléchaba et surtout dans Décrypta pour comprendre l'actualité en République démocratique du Congo. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir une dame influente, n'est-ce pas, dans la politique belge. Elle est d'origine congolaise, elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Elle, c'est Madame Gisèle Mandaïla. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais très bien et vous? Et ça va aussi. Alors, nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Tout d'abord, qui est Madame Gisèle? Votre parcours de Kinshasa jusqu'en Belgique. Gisèle Mandaïla, c'est une jeune fille, ou plutôt un enfant, qui quitte le Congo, Kinshasa, en 1981 pour rejoindre mon père qui est venu faire une spécialisation en santé. Mhm, Et donc, on le rejoint et on fait un parcours classique. En fait, on fait les études secondaires en Belgique et puis les études universitaires. mhm. Et entre-temps, à mes 16 ans, je m'intéresse beaucoup à la politique. Ma mère m'a dit que je commençais déjà très tôt, Mhm. dès 12 ans. Je m'intéressais beaucoup à la guerre du Liban. Ok. Et donc voilà, c'est ça qui m'a inspirée, et qui m'a peut-être poussée à être très curieuse par rapport en fait aux enjeux. Je voulais comprendre un peu les enjeux internationaux sur cette guerre. Mhm. Et ben, de fil en aiguille, ben, j'ai pris goût. Et puis à 16 ans, j'ai essayé d'aller dans des mouvements politiques. Donc j'avais été voir au niveau du Parti socialiste à Ixelles, où j'habitais. Mhm. Mais j'ai pas pris de carte parce qu'en même temps, il fallait faire des études. Et voilà, les parents, c'était non. Donc j'ai suivi, j'ai été un peu en cachette. Mhm. Et puis arrivé à l'université, là, je me suis vraiment bien intéressée à la Mhm. politique. Et Politique. puis, je faisais Sciences Éco. Et donc, fatalement, je suis plutôt de tendance libérale. Parce que je pense que c'est important que l'économie soit florissante et en même temps aussi qu'on puisse aider les personnes les plus fragilisées de notre société. Mhm. Et donc voilà. Et puis j'ai fait mon parcours académique normalement, ou normal. Et puis voilà, il y a des amis qui m'ont dit il faudrait que tu t'investisses davantage en politique, puisque chaque fois où j'ai été à l'école, j'étais déléguée de la classe, déléguée de l'école. Donc, vous étiez Bon, brillante. non, brillante, non, je ne dirais pas ça. Pour être délégué, il ne faut pas être nécessairement brillante, il faut Mhm. brillant. Mais je crois qu'il faut plutôt avoir de la volonté, de la conviction. Mhm. Et quand on a la volonté et plutôt la défense des droits humains chevillés Ouais. au corps, Mhm. donc ça vous pousse, je pense directement peut-être à prendre ça à bras le corps, à déléguer de l'école pour défendre, c'est un peu des syndicats pour défendre Exactement. Ouais. les causes des étudiants et des élèves. Et puis, quand j'ai fini mes études, j'ai fini mon graduat. Mhm. Et là, j'ai cherché du travail. Et malheureusement, bon, on ne me prenait pas tout simplement parce que j'étais d'origine étrangère, parce que j'étais noire. Mhm. Et c'est un chef d'entreprise qui m'a en fait vraiment ouvert les yeux pour me dire, bah voilà, il fallait y aller. Mhm. Et quand j'ai été le voir, mais à l'époque, on me dit que j'avais pas d'accent. Bon, ben, quand on parle au téléphone, on ne sait pas qui vous êtes. Et je me présente à l'interview. Et là, il a le courage de me dire très clairement qu'il lui veut bien me prendre. Malheureusement, il ne pourra pas parce que sa clientèle ne va pas accepter. Donc, il fallait être délégué commercial. Et donc, et puis on a discuté. Je lui ai posé la question en disant que voilà, c'était mon premier interview. Est-ce qu'il pourrait éventuellement me faire l'interview, même s'il ne me prenait pas, Mhm. pour que je me prépare? Et donc, on a fait l'interview comme s'il a vraiment joué le jeu. Puis il m'a dit, franchement, je vous aurais pris, mais je vous dis très clairement que mes clients, en plus, étaient en Flandre, ils ne vont pas accepter. Et puis dans la discussion, je posais la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Il m'a dit, ben, c'est la politique. Ce sont les politiciens qui doivent prendre des décisions pour nous contraindre, nous, chefs d'entreprise, à accepter tout le monde. Parce que si on n'a pas une loi quelque part, donc voilà. Ah ben c'est comme ça que j'ai dit, ok, voilà, les choses se changent dans la politique, c'est là que les décisions se prennent, ben, je vais y aller. Et il y a un ami qui était déjà bien ancré au FDF, Mhm. puis il m'a dit, mais écoute, viens chez nous, parce que c'est la défense des minorités et des francophones. Et donc voilà, j'ai été voir au FDF au départ, et puis qui est devenu Défi, bien sûr. Mhm. Et puis j'ai commencé au bas de l'échelle, comme simple membre de la section des Terbeek.
Puis après, j'ai posé ma candidature comme secrétaire. Et au fur et à mesure, et puis après, les élections sont arrivées. Mhm. Donc, je me suis présentée aux élections municipales à la 27e place, je pense. Puis, j'ai gagné les élections. Ben, je suis devenue conseillère communale en 2000. Et puis, depuis, voilà, les élections en élection, j'ai été nommée secrétaire d'État aux familles aux personnes handicapées. Donc, c'est l'équivalent des vice-ministres. Mhm. Et puis, au niveau fédéral. Mhm. Et puis après, je suis devenue députée. Et puis après, j'ai continué à travailler au sein du parti. J'étais chargée des relations avec les communautés étrangères du parti. Et puis aujourd'hui, je suis présidente des défis femmes, Mhm. l'équivalent peut-être des ligues des femmes de parti. Et donc, voilà. Et en même temps, je suis chef d'entreprise. Donc, je combine la politique et les Et affaires. les Donc, affaires. et donc, j'ai un bureau de secrétariat social qui donne des conseils en droit du travail. Et je me suis spécialisée dans les petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup pour nous avoir retracé votre parcours. Et dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous avait motivé à devenir la première femme ou la première Congolaise secrétaire d'État en Belgique? En fait, comme je vous dis, moi, c'est la défense des minorités et la lutte contre le racisme et les discriminations qui m'ont vraiment poussée en politique. Mhm. Et donc voilà, je voulais être là, je voulais être dans l'appareil Mhm. pour faire changer les choses parce que je me dis, c'est là que les décisions se prennent. Et les décisions pour les citoyens se prennent dans le monde politique. Et donc voilà, c'est tout naturellement que j'ai commencé à m'investir en politique et à m'investir vraiment davantage. Et donc voilà, au sein de mon parti, j'ai travaillé d'arrache-pied. Et c'est comme ça que ben, on m'a remarqué. Mhm. Et bon, devenir ministre, c'est pas quelque chose qu'on décide. Enfin, je me dis que si je fais la politique, c'est vrai que c'est de l'ambition en disant, bah, Mhm. l'idéal serait de devenir ministre ou pourquoi pas Premier ministre. Oui. Et, mais ce n'était pas ma motivation première. Ma motivation, c'était vraiment d'être au Parlement, puisque le Parlement, c'est là qu'on contrôle l'exécutif et c'est là aussi qu'on met en Contrôle des place des décisions. lois. Mhm. Et puis, bon, voilà, les choses étant, peut-être mon engagement, le fait que j'étais fort engagée dans mon parti, on m'a remarqué. Et quand il a fallu nommer, fallait nommer des ministres, ben voilà, on m'a proposé et donc j'ai accepté avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez accompli en tant que secrétaire d'État et député bruxellois? Trois choses en tant que secrétaire d'État. La première, c'était de réduire les délais de traitement de dossiers pour les personnes en situation de handicap. Il faut savoir que quand je suis arrivée à la tête de ces ministères, les personnes handicapées devaient à chaque fois revenir pour prouver qu'ils avaient un handicap. Bon, vous imaginez une personne à qui on a coupé la jambe ou le bras ne va pas repousser dans le jour ou dans les années qui viennent. Exact. Et puis, la procédure était longue. Il fallait attendre plus ou moins entre 1 an et 3 ans pour qu'on ait une reconnaissance de son handicap. Entre-temps, les personnes sont dans des difficultés. Mhm. Et donc, j'ai fait réduire ces délais. On est passé de 1 an à 3 mois. 3 mois pour permettre à la personne d'étudier le dossier et de pouvoir voilà, donner les statuts de la personne de la personne en situation de handicap en fonction des degrés de son handicap. Et donc ça, j'ai fait ça très simplement. Il faut savoir aussi que les personnes devaient quitter toute la Belgique pour venir à Bruxelles pour un premier rendez-vous, puis repartir, revenir pour un deuxième rendez-vous pour rencontrer le médecin conseil qui devait décider. Alors vous imaginez avec tous ces va-et-vient, C'est pas évident. c'est pas évident. Donc, ce que nous, on a mis en place au niveau des communes, les personnes alors pouvaient introduire leur dossier au niveau de leur commune. En un clic, nous, on l'avait déjà au niveau de la centrale et on pouvait donner rendez-vous. Et voilà, et c'est dans le 3 mois. Et donc, ça, c'est la première des choses voilà, que j'ai mis en place. La deuxième, c'était le CECAL. En fait, c'est... vous savez, quand il y a des divorces, ben, un des conjoints doit payer la pension alimentaire et souvent c'était difficile de pouvoir payer ces pensions. Souvent, ce sont les mamans aussi qui se retrouvent avec des enfants démunis. Et donc, du coup, pour les personnes pour les parents qui ne payaient pas ou les conjoints qui ne payaient pas, donc on prend une retenue à la source. Le CECAL paye à la maman et puis après, se retourne vers le conjoint défaillant pour pouvoir... Et donc là, ça soulage énormément des familles. Et alors, en matière de famille aussi,
ce que j'ai mis en place, c'était aussi, vous savez, pour les enfants drépanocytaires, la reconnaissance en fait de la drépanocytaire comme maladie, la drépanocytose comme maladie chronique en Belgique. Donc voilà, ça, ce sont des choses que j'ai mis en place. Et aussi pour la drépanocytose, donc j'ai poussé aussi la Belgique à, hum, à prendre part au niveau des Nations Unies afin qu'on puisse avoir la journée du 19 juin. Donc c'était aussi une de mes contributions avec les premières dames d'Afrique. Voilà. On continue avec vous. Dites-nous un peu, est-ce que vous avez toujours gardé un lien fort avec la République démocratique du Congo, malgré toutes ces années en Belgique? Oui, 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 oui. Je pense que quand on ne connaît pas ses racines, on ne sait pas avancer. Et donc, il était important pour moi de pouvoir avoir un regard ou peut-être un ancrage au niveau de la RDC. Euh, et donc, depuis lors, mais je pense que c'était même avant la politique. Je pense que quand j'ai fini mes études, mon graduat, donc je suis rentrée au Congo pour faire un stage. Et ça, c'était après, quoi, 26 ans après. Je suis rentrée et depuis lors, ben voilà, les liens se sont renforcés. Et donc, j'ai un ancrage au niveau de la RDC. Et quand je vois un peu les problèmes qui traversent la population, on ne sait pas rester insensible. Et donc, voilà, je garde un lien très fort avec le Congo. Vous parlez aussi Lingala, Swahili? Naloba Lingala, oui, mais Swahili, pas encore. Naloba Lingala, Naloba Kikongo. Ah bon? Mais les Swahili, j'aimerais bien Poto apprendre. 500 muke na Lingala. Na Ndengoli, Kikongo, bon, Kikongo nga na yebi yango. Mais bon, moi Lingala muke. Ndengolingi. Ok. Déjà, question à Lingala. Bon, en tant que présidente, il y a défi, femme. Mhm. Comment est-ce que ozali komona combat ya ba mama na biso ba congolaise lelo na kati ya Congo? Tango kenda ba Congo wana. Omona ka engagement na bango ndenge ni? Engagement à ba maman est très fort. Et là, on a l'ingaming na Congo, c'est comme ça, na basi. Pas parce que nous moi si, mais parce que les lots, ba maman a besoin de porter économie à Congo. Donc, ba maman a besoin de travailler dans ce qu'on appelle l'économie informelle. Ba onde baza ko konza famille les lots parce que Moussa les athées, taux à chômage est élevé et donc ba maman de bazo ça là pour que la famille ait tenir. Très bien. Ba maman a besoin de ba onde bazo transmettre ba valeur, il y a il y a famille, bah valeur, il y a makambo vie et pas ya bana na bango za bana mibali be bana basi. Surtout bah maman na biso ya kala parce que j'aime bien être à l'écoute, aller plutôt kovanda na lo bana makola ba maman pour na yekola et je voudrais ici profiter pour rendre un hommage à maman Nzuzi Wambombo qui vient de nous quitter et donc parmi ba maman nanga ba mentor nanga donanda ozanga te sona ke Congo na kendo kuta na ye poto solo la nana apprendre à l'axinga penza histoire ya Congo depuis le Zaïre jusque na RDC histoire politique et na place ya Bassi na Congo donc femme moko inspirante et donc ici je voudrais vraiment lui rendre un hommage déferlant et donc au ça na ba maman ça m'aide beaucoup pour tant na mona ande bazo souffrir et puis on a côté à l'insensibilité. Donc, je continue à travailler avec ma maman. Là, ici, nous avons ce qu'on appelle, nous avons créé Fistula Clinique au niveau du Congo, la clinique Saint-Joseph, où tu soigneras ma maman gratuitement. Ma maman va s'offrir ma fistule, Ah bon? ma fistule obstétricale. Docteur Mukwege soigne des fistules mais liées au viol, mais biso tu soigneras ma fistule liée au niveau par rapport à l'accouchement. Et c'est plus élevé, le nombre est plus élevé que les fistules liées au viol. Bon, je dirais en quantité aujourd'hui, les viols, comme ça se passe à l'Est pendant la période ici, c'est beaucoup. Mais de manière générale, ce sont les fistules obstétricales liées à des grossesses précoces et à des césariennes mal pratiquées qui font que ma maman va souffrir de la fistule. Po ni bolobela ka ngo te. Nalobela ango chaque façon naza na Congo tout ça des émissions sur les télés pour en parler pour sensibiliser tout ça à la campagne na ba province bandundu ba Congo on a des gens qui viennent de l'Équateur les lo auto fongoli susu na hôpital général ya Kisangani to fongoli fistula clinique mususu kuna et puis toujours travailler en collaboration aussi na ba to ya Kisantu clinique à Kisantu pour nous soigner ma fistule. Donc voilà, quand travailler na ba maman Anna, ça m'inspire beaucoup et aussi na travailler avec na ba maman puisque je donne aussi des formations. Surtout ba maman ba politique, donc je donne des formations et ba maman ba politique la nos
aux élections de 2018, je pense, j'étais à Lubumbashi Ok. pour donner des formations aux mamans sur la gestion d'une campagne électorale, la déontologie en politique, l'éthique et tout. Donc voilà, je travaille beaucoup avec ma maman, pas seulement au Congo, hein, mais au niveau de l'Afrique aussi. Et voilà, c'est inspirant. C'est inspirant et surtout maintenant, je me focalise sur ma maman na intérieur à pays, dans les zones rurales, parce qu'elles ont vraiment besoin voilà, d'être soutenues, parce qu'à Kinshasa, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais à l'intérieur, très peu. Donc moi, je me focalise maintenant sur l'intérieur. Et la politique anglaise ne vous intéresse pas? Tant qu'on postuler, qu'on servir Mbokanao d'origine? Mais qu'on postuler pour faire de la politique, Ouais. il ne faut pas nécessairement être dans la politique active. Donc, je fais de la politique au niveau de la RDC à ma manière, c'est-à-dire j'ai contribué au développement du pays à travers différents projets que les ministres congolais mettent en place. Donc, je vais donner un exemple. Il fut un temps où le ministre de l'époque, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le ministre Maker Mwangou, m'avait sollicité pour essayer de trouver des partenaires ici pour mettre en place la mutuelle des enseignants. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai amené des partenaires. Nous avons mis en place la mutuelle des enseignants qui s'appelle la MESP, qui fonctionne aujourd'hui. Mon objectif n'étant pas d'aider le ministre, mais c'est d'aider la population. Aujourd'hui, le ministre n'est plus là. Il y a d'autres ministres qui sont venus, qui sont partis. La MESP continue et qui se déploie à travers la RDC. Donc ça, ce sont des moyens pour aider les politiques congolais. Il ne faut pas nécessairement être dans la politique, mais je suis là. Si on a besoin de moi, je suis présente, mais bon, de manière modeste, avec toute humilité, parce que je pense que les politiciens congolais doivent maîtriser les choses. Et donc, moi, si on a besoin de moi, j'y vais. Mais je travaille beaucoup plus avec, comme je dis, quand je forme les femmes qui sont appelées à diriger demain, j'ai fait déjà de la politique au niveau du Congo. Donc, voilà. Exactement. Alors, vous formez des femmes au Congo, mais certains pensent que les femmes congolaises, bazali koyo kanate na politique, bazali trop minoritaire. Que pensez-vous de ça? Oui, malheureusement, les constats sont là. Elles ne sont pas nombreuses. Je me rappelle que quand on avait voté la parité, j'étais au Congo. Je pense que c'était un peu avant les vacances parlementaires. Et à l'époque, il y avait une vingtaine de femmes. C'est le gouvernement de la transition. Hein. 20 femmes, une vingtaine, contre 400, 500 hommes. On n'était pas sûr que la parité allait passer. Et donc, on a fait un lobbying avec des femmes de la société civile. J'étais au Parlement, dans le resto de la transition, où on a vraiment fait le lobbying auprès de ces hommes-là. Et finalement, dans l'après-midi, les hommes ont compris les enjeux d'avoir des femmes en politique. Et là, on a pu faire voter la parité. Mais malheureusement, après, cette parité, qui est inscrite dans la loi, même dans la Constitution, je pense, mais elle n'a pas vraiment d'effet au niveau pratique. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les femmes, elles n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour faire campagne, parce que faire une campagne au Congo, ça coûte excessivement cher et c'est assez dur. Surtout quand on doit faire une campagne à l'intérieur, les routes ne sont pas bonnes, les conditions de logement et de sécurité ne sont pas réunies pour que les femmes puissent faire la politique. Et quand je donne des formations, la première chose que les femmes me disent, en fait, oui, on veut bien s'engager, mais on n'a pas de moyens financiers, et puis l'insécurité pour quand on va mener campagne. Et deuxièmement, le responsable, les chefs des partis politiques sont généralement des hommes, et l'esprit patriarcat est toujours là, donc ils privilégient les hommes, ils donnent plus de moyens à leurs colistiers hommes qu'à des femmes. Et aussi, souvent, on relègue les femmes à des fonctions de secrétaire. Moi, j'appelle ça un peu des scribes du parti. Et on n'arrive pas à faire éclore, en fait, leur esprit ou leur capacité. Et c'est ça qui est dommage. C'est dommage aussi parce que les femmes ne prennent pas leur place au sein des partis politiques. Donc, moi, je pousse les femmes à refuser éventuellement les postes, les fonctions de secrétaire, à demander peut-être avoir les postes des trésorières, des financiers du parti ou des porte-parole du parti pour qu'on puisse les voir. Donc,
Voilà, donc c'est un travail à faire dans les deux sens. Les femmes doivent faire un travail en elles et les hommes aussi doivent faire confiance aux femmes. Et comme je dis toujours, en politique, tout s'arrache, hein. Moi, je condamne un peu mes sœurs en disant, voilà, si vous attendez, vous n'aurez rien. Il faut aller arracher, en fait, vos mandats, il faut aller arracher vos, vos postes. Et si vous voulez vous engager à long terme en politique, ben, commencez à constituer une épargne pour que demain, vous soyez assez indépendante financièrement pour pouvoir mener votre campagne. Et je pense que quand il y a plus de femmes dans des parlements, les choses bougeront plus facilement et plus Très bien. rapidement. Le message nini opé ça va jeune fille oyo balingi va s'engager dans la politique. Ben, il ne faut pas s'engager, mais pas s'engager pas en étant des perroquets des partis. S'engager réellement et prendre à bras le corps l'idéal du parti. Je dis, j'ai donné des formations, je voyais d'autres filles qui arrivaient, et c'était, oui, pourquoi est-ce que vous faites là? Parce que la première des questions, pourquoi vous vous engagez? Ah, on m'a demandé de le faire. On m'a dit non. Quand on s'engage d'abord soi-même et on s'engage en fonction des convictions. Et il faut aller lire, il faut connaître en fait les idéaux du parti, l'idéologie et les principes même du parti. Et sur base de ça, on s'engage. On ne va pas dans un parti parce que... Puis demain, si ça ne vous arrange pas, vous allez quitter. Donc il faut vraiment d'abord se renseigner sur le parti, faire l'introspection par rapport à soi-même. Est-ce qu'on est plutôt de la gauche, on est plutôt de tendance de la droite, et puis alors, ou du centre, et puis y aller. Et puis, sur base de ça, commencer à travailler, à s'investir au sein du parti, à ne jamais attendre que les hommes vous laissent la place, à ne jamais attendre que les hommes vous donnent des moyens pour pouvoir travailler. Les moyens, c'est nécessaire, mais si vous pouvez, il y a moyen de créer des choses, il y a moyen d'exister sans nécessairement des financements. Et ça, ben, si les gens en ont besoin, qui m'appellent, je leur donnerai des astuces pour s'engager, exister sans nécessairement avoir énormément de moyens. Il faut des moyens. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de moyens. En politique, il faut des moyens, mais il ne faut pas nécessairement énormément de moyens. Il faut plutôt des stratégies pour pouvoir avancer. Donc, elles doivent avoir des stratégies et surtout, elles doivent créer un front commun des femmes au sein du parti pour que leur voix puisse être portée, en fait. C'est tout. Donc, voilà. Très bien. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur Télé Chaba, mesdames, messieurs. Nous décryptons l'actualité en République démocratique du Congo avec Gisèle Mandaïla. Elle est secrétaire d'État en Belgique, députée bruxelloise. Elle est femme politique. Elle est présidente de femmes dans le parti politique Défi. Et elle nous fait en tout cas l'honneur d'être avec nous ce soir. Nous saluons toutes les femmes qui nous suivent ce soir à travers ce programme et surtout que c'est le mois de la femme, comme on le dit. Toutes les bonnes choses à vous et merci de vous abonner massivement à notre chaîne et votre chaîne Télé Chaba. On va parler à présent de votre combat ici en Belgique. Vous avez organisé plusieurs fois de conférences pour dénoncer l'agression rwandaise. Aujourd'hui, il y a un accord de paix qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. D'abord, votre impression ou votre analyse par rapport à cet accord, est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui a été fait? En partie, pas totalement, je vais être franche. Cet accord, oui, c'est un accord qui doit amener la paix au Congo, mais c'est un accord qui est désavantageux pour le Congo. Comment ça? Mais on nous dit que ça ramène la paix. Oui, la paix à n'importe quel prix, je ne pense pas. Je pense que l'accord devait être signé, oui, parce que je suis une personne qui est éprise de la paix. Mais la paix, je ne pense pas qu'on devrait brader la partie congolaise pour cette paix. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore lu tout l'accord parce qu'on ne l'a pas, personne n'est là, on a des petits morceaux, de ce qu'on entend. On voit que la transformation des minerais congolais doit se faire au Rwanda. Des choses que je trouve anormales dans la mesure où c'est le Rwanda qui agresse le Congo pour ces minerais. Pourquoi est-ce que la transformation de ces minerais devait se faire au Rwanda? Donc là, ça donne la part belle au Rwanda, qui va lui engranger beaucoup plus que le Congo, puisque le Congo ne fera qu'extraire. Donc le Congo ne va pas transformer le produit. Or, on sait pertinemment bien que le minerai, à l'état brut, ne valent quasi pas grand-chose. C'est la transformation qui donne de
qui donne la valeur, le plus-value. Mais pour le gouvernement, cet aspect économique va essayer de dire au Rwanda, écoutez, comme vous venez toujours chercher le minerai chez nous, alors l'aspect économique est là, vous prenez, vous traitez les minéraux là-bas, comme ça vous nous laissez tranquille et la paix va revenir en République démocratique du Congo. C'est un peu du gagnant quelque part. Je viens de dire que je suis mitigée. Donc pour moi, c'est pas vraiment du gagnant-gagnant. Mhm. On va peut-être gagner la paix, Oui, ok, mais sur le plan économique, oui, on aura quelque chose. Mais le minerai, c'est le minerai du Congo. exact. Et prendre le minerai, aller donner ça à quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire, c'est quelque part légitimer, pour moi, sa guerre au niveau de la RDC. Mhm. Puisque demain, si maintenant un autre gouvernement arrivait en disant désolé, on ne peut pas parce que le minerai, on va le faire chez nous, on va les traiter chez nous, on va les transformer chez nous, le Rwanda va se dire ok, ah ben si c'est comme ça, je recommence la guerre. Non, je pense qu'il fallait signer un accord de paix, mais en mettant en genoux le Rwanda, parce que c'est le Rwanda en fait qui a envahi le Congo. Je me dis aujourd'hui, est-ce que l'Ukraine signera un accord de paix où 90% de ses richesses vont à la Russie? Je ne pense pas. Je pense que c'est déséquilibré comme accord. Oui, on vend la paix aux Congolais, mais en même temps, les richesses, enfin, le gros de richesses iront au Rwanda. Si vous extrayez, par exemple, du coltan qui valent 1 million, dans la transformation, ces coltans valra 10 millions et le Rwanda va récolter quoi? Peut-être 9 millions et le Congo aura 1 million du produit brut. Donc je trouve que c'est un accord qui est déséquilibré, qui est injuste. C'est pour cela que j'ai dit, oui, je suis d'accord qu'il fallait signer l'accord de paix parce qu'il faut qu'on vive en paix, mais l'accord est déséquilibré et je ne sais pas c'est sur combien d'années. Si c'est sur un laps de temps assez court, on peut accepter l'accord, le temps d'avoir la paix et le temps de se reconstruire. Mais si c'est un accord à long terme et ad On vitam, parle de 99 ans, hein. bah, si c'est un accord à 99 ans, donc c'est quasi ad vitam aeternam, donc quelque part, le Congo est à la merci du Rwanda. Or, on ne peut pas accepter ces genres d'accords déséquilibrés pour le Congo. Et puis surtout que c'est nous les victimes. Et donc je pense que les États-Unis ont joué un mauvais rôle. Ils auraient dû, dans les cadres de cet accord, puisqu'ils sont les parrains de cet accord, condamner le Rwanda, mettre des sanctions et demander à ce que le Rwanda puisse avoir une petite partie. Puisqu'au départ, le Rwanda, qu'est-ce qu'il dit? Le Rwanda dit généralement qu'il fait cette guerre pour protéger son peuple parce qu'il y a des génocidaires au Congo, FDLR, oui. des FDLR, ce qui est quelque part, ce qui est un peu faux. C'est toujours, on brandit toujours la même chose et finalement, voilà, il n'y a rien qui se fait. C'est pas à cause, entre guillemets, des minerais. Mais pourquoi est-ce que, si c'était par rapport au FDLR, on signe des accords sur les minerais? Si c'était réellement Les FDLR. les FDLR, donc on aurait dû alors signer un accord pour dire, voilà, renvoyez-nous tous les FDLR, comme ça, nous, on sécurise notre frontière. Mais maintenant, on signe un accord sur les minerais, donc on voit bien les décès du Rwanda, c'était pas que les FDLR. Les FDLR, ça reste, comment? Ça reste, je perds mes mots, donc oui, en fait, l'objectif du Rwanda, il ne faut pas qu'on se l'oublie, c'est d'abord les minerais, mais c'est plutôt la balkanisation de la RDC, c'est récupérer une partie, et ça, je pense qu'ils peuvent toujours courir. Le Congolais ne cédera pas un iota de son territoire, et nous serons là pour continuer à défendre les territoires congolais, quel que soit le prix à payer, au prix peut-être de nos vies, oui, mais je pense qu'aucun enfant congolais ne cédera les territoires dont le Rwanda devait déjà le savoir. Mais bon, voilà, je reviens encore sur cette affaire de ces contrats, où que je trouve voilà, déséquilibré, et on aurait dû miser vraiment sur les FDLR. On voit aussi que c'était un motif fallacieux du Rwanda de dire que les FDLR, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les opérations Kimia 1, Oui. Kimia 2, Oui. où on a demandé même au Rwanda de venir sur le sol congolais, Exactement. de reprendre les FDLR en question, leur sujet. Et on a fait Kimia 1, ils sont venus, Kimia 2. Donc aujourd'hui, Cette question a été vidée pour vous. logiquement, puisqu'ils sont venus, on les a laissés pendant 3 semaines, ils ont dit 3 semaines, on le fera. On a fait la première opération Kimia 1, et puis quelques temps, on fait 2. Et puis après, bon voilà. Et aujourd'hui, on refait encore une guerre en disant, voilà, ils sont toujours là.
et le Congolais et le monde essayent de gober ça. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut réellement dénoncer le vrai fait. Et nous ne dénonçons pas les vrais faits, nous dénonçons des faits superficiels au niveau. Ça, c'est un peu des soucis que j'ai avec les Congolais, Mhm. c'est de dénoncer des faits superficiels, alors que les enjeux sont la balkanisation de la RDC Mhm. et on motive à la suite qu'il y a des FDLR. Les FDLR, ben, le Congo devait demander à la limite aussi aux Nations Unies Mhm. de venir alors créer un couloir pour ramener les FDLR en sécurité au Rwanda, puisque c'est les Nations Unies qui avaient demandé aux Zaïre de l'époque d'ouvrir le corridor et d'accueillir les réfugiés rwandais. Rwandais. Donc aujourd'hui, c'est le travail des Nations Unies, dont le Congo devait exiger des Nations Unies de faire pareil, puisqu'on parle de la paix au Rwanda, avec le gachacha et tout ça, et la réconciliation. Donc, il devait demander alors aux Nations Unies de ramener alors les réfugiés au Rwanda, d'assurer leur sécurité au Rwanda même et de libérer le Congo pour que nous puissions, nous, travailler en paix. Donc, à ce moment-là, on n'aurait pas eu cette guerre et on n'allait pas aller signer cet accord déséquilibré pour la RDC. Donc, nous pouvons dire que nous avons mal négocié cet accord et que la partie congolaise n'a pas été à la hauteur. Je ne pourrais pas dire que la partie congolaise n'a pas été à la hauteur, mais je dirais que la partie congolaise a mal négocié cet accord. Mais c'est pas une question d'être à la hauteur sur le plan intellectuel ou quoi, Mhm. mais c'est peut-être les pressions. Il faut savoir que le Rwanda a un grand lobby au niveau international. Mais L'Amérique pourquoi avait. pas nous? Pourquoi nous, on n'a pas Parce ce que, grand lobby? parce que pendant longtemps, le Congo, je dis souvent, on travaille un peu de manière superficielle. Très Pendant bien. longtemps, le Congo n'a pas estimé nécessaire d'avoir un lobby au sein des instances internationales. Mhm. Moi, j'ai beaucoup plaidé pour qu'il y ait un lobby ici au niveau de l'Union européenne, mais bon, ça ne s'est pas fait, malheureusement. On aurait eu ces lobbies, et c'est quelque chose de courant et de normal, hein, d'avoir des lobbyistes au sein des instances. Et ben voilà, le Congo ne l'a pas fait. Bon, on peut le regretter, mais maintenant on a commencé à le faire, c'est un peu tard, parce que le Rwanda avait déjà tissé sa toile. Mhm. Mais, mais n'empêche, on a mal négocié. Pourquoi? Parce que nous sommes à un tournant décisif, où pendant longtemps, le Rwanda s'est caché derrière le FDLR, derrière le CNDP de Mhm. Kundabatoire, derrière le M23, première version de 2013. Mhm. Et jamais le Rwanda n'avait déployé des troupes rwandaises sur les sols congolais. Mhm. Et aujourd'hui, ben, je pourrais dire à toute chose malheur est bon, ils l'ont fait, et donc on avait des preuves tangibles pour condamner réellement le Rwanda. C'est ce qu'on a fait, on a travaillé, et on a vu qu'il y a eu des sanctions au niveau de l'Union européenne, il faut des vraies sanctions cette fois-ci, et au niveau des États-Unis aussi. Donc on avait un outil pour pouvoir mettre la pression au niveau international pour demander au Rwanda et ne pas signer cet accord, et demander également aussi que la communauté internationale puisse déployer des militaires à travers peut-être, je sais pas moi, Le Nord et le Sud Kivu, peut-être. oui, à travers d'autres pays membres du Conseil de sécurité, de Mhm. demander officiellement Oui. qu'on vienne soutenir le Congo pour bouter dehors le Rwandais. Et malheureusement, le Congo s'est contenté Mhm. d'aller signer des accords parce que quelque part, à un moment donné, voilà, c'est tout à l'honneur du président Tshisekedi de vouloir négocier d'abord au départ, de faire des Rwandais des alliés, des amis, mais bon, voilà, malheureusement, on a vu qu'on ne peut pas faire confiance à M. Kagame. Mhm. Et donc, dès l'instant où on avait cet outil, où le Rwanda était au Congo, on avait une force. Je dirais, nous, ici, en Belgique, bon, en 2013, on s'est battu aussi avec des mamans. J'avais initié aussi une rencontre avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, Mhm. et on a pu obtenir que l'Union européenne puisse sanctionner le M23, et on a pu gagner cette guerre-là grâce aux actions, entre autres, je n'ai pas dit grâce aux actions Mhm. totalement, mais les mamans congolaises ont fait pression ici, et le ministre des Affaires étrangères belge a fait pression à l'Union européenne. On a pu y déployer de la logistique et contraindre le M23 avec le casque bleu. Mhm. On a gagné cette guerre. Et maintenant, on revient à ça. Et là, on n'avait pas encore l'outil parce qu'on disait oui, c'est les M23. Mais aujourd'hui, on avait vraiment cette carte-là. Et nous, on a joué cette carte au niveau de l'Union européenne. On a joué cette carte au niveau du Parlement bruxellois, au niveau du Parlement fédéral belge. On a joué cette carte aux Nations Unies. Je pense que la ministre des Affaires étrangères a bien joué cette carte. Mais malheureusement,
in fine, quand on arrive et qu'on voit cet accord, moi, je suis assez déçue de cet accord parce qu'on aurait pu mieux faire. Mhm. Il y a des sanctions qui ont été prises par les États-Unis contre quelques responsables de l'armée rwandaise. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces sanctions ou il devait aller plus loin? Bon, on peut déjà être satisfait du fait qu'il y a eu des sanctions contre quelques personnes, Mhm. mais je pense qu'on devait aller un peu plus loin. Parce que ce genre de sanctions, c'est quoi? C'est un peu de la poudre aux yeux. On va prendre quelques sanctions contre quelques personnalités triées à la volée et tout. Mais la première personne à sanctionner, je suis désolée, Le président Kagame. c'est le président Kagame, c'est lui qu'on doit sanctionner. Il a quand même le sang de 30 millions de Congolais, le viol utilisé comme arme de guerre sur les corps des femmes congolaises, c'est sur la tête des Kagame. On ne le sanctionne pas et on sanctionne deux, trois personnes, deux, trois femmes qui ont parlé et qui... Oui, ok, c'est le début, mais il faut pousser le bouchon un peu plus loin, il faut aller un cran plus haut. Et c'est le Congo, encore une fois, à jouer sur la demande des sanctions effectives. Et je crois qu'à un moment donné, il faut dire oui, c'est peut-être le président de Rwanda, mais nous demandons, en tant que pays, nous demandons de le sanctionner, lui. Et bon, certainement, ils vont peut-être pas le faire, mais au moins, il doit y avoir des sanctions. Et j'invite aussi la société civile congolaise et même le gouvernement congolais à déposer une plainte à la CPI pour crime contre l'humanité. Et la guerre qui sévit au Congo est inscrite dans le cadre des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Donc aujourd'hui, oui, je ne sais pas pourquoi le Congo attend pour porter plainte à la CPI. Il ne sera peut-être pas déferler directement à la CPI, mais dès l'instant où il sera plus président, ou si réellement cette plainte prend, il pourrait être arrêté à la CPI comme la plainte qu'on a déposée contre El-Bachir du Du Soudan. Soudan. Donc je ne vois pas pourquoi le Congo, en fait, ne le fait pas. Et donc je lance ici Mhm. un appel au gouvernement congolais, un appel à la société civile congolaise de pouvoir déposer plainte au niveau de la CPI. Il y a des avocats qui sont prêts à le faire. À le faire Ouais, et à défendre la RDC. tout Je à fait. rappelle quand même que la CPI a déjà ouvert des enquêtes euh, pour des crimes commis en Ituri et dans le Nord Kivu. Donc, le bureau du procureur reçoit déjà de plaintes de la société civile de Congolais sur ce qui se passe chez la République démocratique Mais du Congo. malheureusement, on n'a jamais nommé Kagame dans la plainte. Mhm, Il faut nommer Kagame, il faut le citer dans la plainte. Ici, on parle de la plainte pour des mhm, crimes de guerre, mais de manière abstraite. mhm. Et puis après, il y aura des enquêtes. Mais il faut nommer. Dès l'instant où on nomme, le procureur sera obligé de pouvoir mener des enquêtes par rapport aux personnes citées. Très Donc bien. voilà. Mhm. Mais il y a certaines qui disent aussi que la crise, elle est d'abord congolaise. C'est vrai que le Rwanda est derrière, mais il y a une crise de légitimité, il y a des gens qui sont frustrés. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Bon, dans chaque pays, il y a toujours des crises. Oui. En politique, il y a toujours des crises. Nous, ici en Belgique, on est en crise avec le gouvernement, la majorité. L'opposition est toujours en crise, avec la société civile est en crise. Mais est-ce pour autant qu'on est en crise qu'il faut nécessairement aller prendre les armes? Je ne pense pas. Il y a moyen de régler la crise autrement. Deuxième chose, oui, il y a des frustrations au niveau de peut-être la gestion du pays. Mhm. Et je On pense parle également de la discrimination, des Banyamulenge, et bon, tout la consort. discrimination des Banyamulenge, je veux bien. Il y a plus de 400 tribus ethnies au Congo. Les Banyamulenge sont minoritaires, oui, d'accord. Mais ce que je voudrais ici, c'est de rectifier d'abord l'histoire. Mhm. Les Banyamulenge sont des Congolais d'origine rwandaise. Ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une ethnie congolaise. Ils sont arrivés avec l'immigration. Et donc, c'est comme moi, ici, je suis belge d'origine congolaise. Mhm. Je ne peux pas aujourd'hui prétendre que je suis flamande. Non, je ne le suis pas. Je suis belge d'origine congolaise. De la même manière, les Banyamulenge sont des Rwandais, de Congolais d'origine rwandaise. Je ne conteste pas leur nationalité parce que la nationalité, elle a été acquise, Mhm. mais ce n'est en aucun cas une tribu ou une ethnie congolaise. Donc, oui, je dis, aujourd'hui, il y a cette stigmatisation des Banyamulenge parce que beaucoup ont fait allégeance au Rwanda. Donc, je crois que quelque part, il faut comprendre un peu la frustration de Congolais, Mhm. mais ce n'est pas une raison
de les stigmatiser, ce n'est pas une raison Très bien. de les maltraiter parce que ce sont devenus des Congolais. Et donc, ceux-là qui ont fait allégeance au Rwanda, fatalement, il faudra que la justice se fasse. Mais ceux-là qui sont restés loyaux vis-à-vis de la RDC, il faut les considérer comme des Congolais. Très bien. Mais ce n'est pas, je le répète aujourd'hui, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une tribu congolaise. C'est un peuple immigré qui est arrivé avec, je pense, peut-être 1918, et aussi avec 1950. 59, la révolte de 59, et c'est en 76 qu'on leur a donné massivement la nationalité congolaise par le fait de M. Bisengimana et puis Guissaro qui a trouvé, en fait, ils nous ont expliqué eux-mêmes, et M. Guissaro qui a trouvé cette appellation des Banyamulenge parce qu'ils sont dans la colline des Mulenge où ils étaient accueillis comme réfugiés et tout comme migrants. Mais bon, voilà, le Congolais doit connaître son histoire aussi. Oui, il y a des frustrations de ces peuples-là, mais je pense qu'ils pouvaient être dans le gouvernement congolais de manière normale et continuer à faire l'opposition comme les autres font et aller prendre des armes et surtout, en plus de ça, soutenus par le gouvernement rwandais et aussi parce qu'ils utilisent les mêmes narratifs de FDLR. Donc ça veut dire quelque part, ils font allégeance au Rwanda. Et là, moi, je suis désolée, je reste intransigeante sur ça. Ces gens doivent être condamnés à la peine capitale, pas la peine des morts, mais la peine capitale, parce que ce sont des traîtres. Il faut qu'on se le dise, ce sont des traîtres. Mais si on revient au niveau de la RDC, oui, il y a une crise peut-être de respect des droits de l'homme. Il y a des choses qui se font, qui ne se passent pas bien. Le social ne suit pas. Il y a la corruption qui atteint son paroxysme alors qu'on a mis en place des cellules de contrôle. Mais malheureusement, je constate quand même qu'il y a énormément de corruption. Il y a une grande paupérisation, il y a les riches qui deviennent de plus en plus riches, les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. La situation sociale au niveau du Congo est telle que, oui, c'est dangereux pour le gouvernement. Il faut nécessairement mettre en place des politiques qui arrivent à régler ces problèmes et à faire sentir aux Congolais qu'ils sont en sécurité dans leur pays. Aujourd'hui, la sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité en soins de santé, au niveau de la scolarisation. Enfin, à plein de niveaux, aujourd'hui, le social a beaucoup régressé. Et oui, malheureusement, ce sont des prémices, ce sont des choses qui font que d'autres traversent des frontières pour aller chercher des soutiens auprès des ennemis du Congo. Très bien. Il y a un autre accord, c'est celui signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sur le matière première. Que pensez-vous de cet accord? Est-ce que cet accord viole ce qu'on appelle la souveraineté? Est-ce que cet accord viole la souveraineté de la République démocratique du Congo? Non, elle ne viole pas la souveraineté de la République démocratique du Congo puisque c'est la République démocratique du Congo qui a signé. Ils ne sont pas venus prendre. Donc, c'est un accord. Quand on fait un accord, donc on engage le pays. Et donc, du coup, de ce côté-là, l'accord ne viole pas la souveraineté du pays, mais c'est encore un accord qui est totalement déséquilibré. Parce que pour le peu que j'ai lu, j'espère que je me trompe, en tout cas, pour le peu que j'ai appris, cet accord, j'ai appris qu'il va y avoir une commission mixte pour étudier les zones où il y a les matières premières, l'extraction qui va se faire, mais l'exploitation se fera exclusivement par l'Amérique. Donc ça exclut le Congo déjà, ça exclut les autres pays européens, les Chinois, et ça exclut en fait tout le monde. Donc ça va être un monopole des États-Unis et apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, j'espère vraiment que ce n'est pas vrai, apparemment, c'est ad vitam aeternam. L'accord avec le Rwanda, c'est encore sur 99 ans. L'accord avec les États-Unis, c'est à vie. Donc, si demain, le Congo se dit « je ne suis pas d'accord », ben, les États-Unis pourront faire ce qu'ils ont fait à Maduro, venir le prendre et l'amener au pays, en prison aux États-Unis et dire que oui, ils n'ont pas respecté l'accord qu'on avait signé parce que non, mais cet accord il est totalement déséquilibré au niveau du pays. Et voilà. Et on a quoi? Je me dis, je pense que le Congo a
Peut-être 3%. Je ne sais pas, les chiffres, Mhm, je vais peut-être me tromper, mhm. mais on a très peu. Donc c'est un accord, en fait, quelque part, sur tout ce qui est matière première, ça n'appartiendra plus à la RDC, À ça la RDC, oui. appartiendra aux États-Unis qui pourront nous faire la guerre quand ils voudront. Et ça, c'est encore plus dangereux que l'accord signé avec le Rwanda. Et j'ose espérer que cet accord ne passera pas au Parlement. Mais bien entendu, le Parlement d'ailleurs va devoir examiner ces accords et les ratifier. Qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message aux parlementaires congolais? Ben, je demande aux parlementaires congolais, et je le regarde droit dans les yeux, Mhm, franchement, de ne pas signer cet accord. Parce que cet accord engage, si le Parlement ratifie cet accord, ça engage le pays. Par contre, si le Parlement ne ratifie pas cet accord, le Congo aura encore une marge, c'est-à-dire que c'est un accord qui est signé peut-être entre l'actuel gouvernement et le gouvernement américain. mhm, Donc, au terme de ça, le prochain gouvernement qui peut venir peut éventuellement régner, comme on a fait avec les contrats léonins, mhm. peut dire, OK, nous stoppons cet accord. Mais une fois que c'est signé, ratifié par le Parlement, ça veut dire que ça engage le Congo à vie. Donc ça engage non seulement aujourd'hui, ça engage non seulement demain, ça engage les générations futures à vie. Est-ce que les parlementaires congolais ou les Congolais se rendent compte de cela? Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vendre le Congo oui, pour rien. Vous vendez le Congo pour enrichir les États-Unis. Et avec ça, je peux vous assurer que le Congo ne sera jamais en paix parce que les Américains auront toujours la main mise sur ça. Donc c'est très, très dangereux comme accord. Laissez le gouvernement gérer cet accord, mais le Parlement congolais, le Sénat ne votait pas cet accord parce que cet accord engage des générations, des générations. Nous sommes partis sur, oui, enfin, des générations, quoi. Je ne peux pas dire que c'est sur 100 ans, mais c'est des générations. Et tant que l'Amérique subsistera, et le Congo subsistera et qu'il y aura des matières premières, ben nous serons des vassaux des États-Unis. Et ça, je ne peux pas, en tant qu'enfant de la RDC, je ne peux pas accepter ça. Mais ça va nous créer des problèmes alors. Si le Parlement ne ratifie pas, que va-t-il se passer? Les États-Unis Bah, d'Amérique ne vont pas nous laisser aussi tranquilles. mais même si on ne nous laisse pas tranquille, nous avons la souveraineté. Et c'est peut-être aujourd'hui que nous sommes en guerre, Mhm, mais nous serons à même demain de peut-être nous relever. Moi, je fais confiance à la génération future qui va arriver. mhm, Et c'est une génération qui ne sera pas là attentiste, c'est une génération qui est en train de s'élever. Et donc, moi, je voudrais qu'on laisse un héritage à cette génération de se prendre en charge. Et cette génération, je pense qu'elle traitera peut-être d'égal à égal avec les États-Unis ou avec d'autres pays, puisqu'elle sera à même de pouvoir se prendre en charge sur le plan de la défense du pays. Mais en même temps aussi, il y a moyen de nouer des partenariats avec d'autres pays. mhm. Quand on sait nouer des partenariats avec d'autres pays, on a toujours la marge pour aller dire, voilà, on a ceci, on a cela. Mais quand vous avez un accord avec un seul pays, en plus qui agit en hégémoniste, et donc, voilà, vous ne pouvez pas compter sur ces pays parce qu'il va vous mettre à genoux. Donc, il vaut mieux avoir plusieurs partenaires plus tard, oui. À un moment donné, on va peut-être souffrir aujourd'hui, demain, mais je pense que dans 20 ans, nos enfants vont se relever et puis on n'aura pas la même chose plutôt que de les mettre à genoux aujourd'hui pour des générations et pour la vie. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut avoir des stratégies aussi. Aucun pays au monde n'a signé des accords à vie et ça va être une première, ça va être la RDC qui va signer. Et au nom de quoi et pour avoir quoi? La paix. Mais la paix, si on signe déjà l'accord avec le Rwanda, on a déjà la pseudo-paix. Avec l'argent qui va arriver, ben, consolidons l'armée congolaise Mhm, pour ne plus avoir à faire des guerres avec les voisins. Et puis après, donc voilà. Et on traitera fatalement, on pourra avoir le partenaire privilégié qui sera les États-Unis, mhm, ben, comme les autres pays le font, mais pas le partenaire exclusif qui aura l'exclusivité de l'exploitation des sous-sols congolais. Non, ça, c'est pas possible. mhm. Pour moi, c'est pas possible. C'est vraiment un no way. Mais bon, ben là, maintenant, la balle est dans le camp des parlementaires Les congolais. Et parlementaires si c'est congolais. vraiment des vrais parlementaires élus pour le peuple, par le peuple, pour le peuple, ils devraient ne pas ratifier cet accord. Pourquoi le silence de la communauté internationale, notamment l'Union européenne, sur ces accords? Parce qu'à l'époque, quand Kabila a signé des accords avec la Chine, on a vu l'Union européenne
s'élever, exiger la transparence et tout, mais pour les États-Unis d'Amérique, silence radio. Comment vous interprétez ces silences? Et vous savez, les États-Unis, pour le moment, c'est l'allié numéro un de la communauté internationale, de l'Europe. Donc, vous avez bien vu, avec le Groenland, il a parlé, et donc tout le monde, à un moment donné, bon, s'est tué un peu par rapport à la Russie. Et puis aujourd'hui, quand il y a eu le Groenland, les gens se sont levés parce que c'était leur intérêt. Mhm, Et donc, c'est leur allié numéro un. Et ils n'oseront jamais dénoncer cet accord. mhm, Ils vont peut-être les dénoncer, mais ils vont le dénoncer à voix basse. mhm, Mais comme je l'ai dit encore, les accords, c'est signe entre pays. Donc, on va peut-être dénoncer en disant, ah oui, ben, c'est déséquilibré, et puis après, c'est tout. Donc, Kabila avait signé le contrat avec la Chine, l'Europe s'est levée, mais Kabila a continué avec la Chine. Donc, les États-Unis feront la même chose avec le Congo. mhm, Mais bon, voilà. En même temps, je dis, il ne faut pas toujours compter sur la communauté internationale, hein. mhm, Il faut d'abord compter sur le pays. Donc aujourd'hui, c'est les pays, c'est le peuple, c'est quoi? C'est le Parlement. Donc si le Parlement congolais ne ratifie pas, ben, donc ça veut dire il donne un signal fort en disant, oui, on veut bien, mais même si on est un pays pauvre, on ne peut pas faire de nous ce qu'on veut. Et je pense qu'alors la communauté internationale pourra peut-être s'élever, non, mais pourra peut-être dire quelque chose, et mhm. ils y trouveront leur intérêt. Mais tant que le peuple congolais, à travers les parlementaires, ne signe rien, mais alors la prochaine fois, il ne faudra vraiment pas aller demander à la communauté internationale de venir vous aider, puisque vous avez tous les outils en main, vous avez les clés en main. Et alors, si vous ratifiez ça, moi, demain, si quelqu'un vient me demander de demander à la communauté internationale, de demander à l'Europe, de demander à ceci, de plaider pour le Congo, je ne le ferai plus. Je ne le ferai vraiment plus. Mhm. Et je demanderai même à l'Europe de ne pas le faire. Parce que si le Congolais ne se lève pas, et je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez demander à d'autres de venir se battre pour vous. Quand un voleur rentre dans votre maison, vous demandez à tous les gens qui sont dans la maison de se battre. Vous n'allez pas crier, demander aux voisins de venir se battre pendant que vous êtes là en train de regarder la télé. Désolé, je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple congolais. Les Congolais aiment dire, hein, le peuple congolais souverain, ben, montrer en fait cette souveraineté aujourd'hui. Donc, à travers les parlementaires, ne ratifiez pas des accords bidons qui, euh, qui mettent à mal le Congo avant d'aller demander à la communauté internationale de s'élever pour vous. Parce que la communauté internationale vous dira, vous avez ratifié, vous Mhm. voulez que l'on fasse quoi? Nous, on n'a aucun intérêt. Vous allez demander à l'Europe, une fois que vous avez signé avec les États-Unis, de demander à l'Europe de venir vous aider. Ils vont dire, ben, demandez aux États-Unis, pourquoi est-ce que nous, on viendrait vous aider alors qu'on n'a aucun intérêt là-dedans? Qu'est-ce qu'on va trouver? On ne saura même pas exploiter, ne fût-ce que une mine Alors pourquoi est-ce qu'on viendrait? Non, 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 non. Aujourd'hui, je suis désolée, mais c'est aux Congolais de s'élever. Mhm. Le Burkina le fait. Pourquoi est-ce que le Congolais ne le ferait pas? Alors que nous sommes au cœur de l'Afrique. Nous avons tout le potentiel. C'est maintenant qu'il faut montrer que, ben voilà, on est un peuple souverain Mhm. et on ne ratifie pas cet accord. Beaucoup vous traitent d'être pro-Tshisekedi, mais ces discours, je pense que va le surprendre. Mais dites-nous un peu, quelle est votre relation avec Tshisekedi, avec lui, avec son parti politique? Parce que certains pensent que vous faites souvent de lobbying ici en Europe, avec plusieurs de vos collègues, notamment Lydia Moutiébélé, le président du Parlement bruxellois, Bertin Mapaka, Martin et les autres. Vous êtes pro-Tshisekedi. Que répondez-vous à ces gens? je ne suis ni pro-Tshisekedi, ni pro-Kabila, ni pro-Caméré, ni pro qui que ce soit. Je suis pro-congolais. Ah bon? Je suis pro-peuple congolais. Très bien. Et donc, c'est pour cela que je me bats. Les gens qui me connaissent, ils savent que je mène ces combats pour la RDC depuis plus de 20 ans. Très bien. Je vous ai dit, le M23 en 2013 prend le Congo. Avec les mamans congolaises, on s'élève, on prend notre bâton de pèlerin, on va frapper à toutes les portes et on arrive à obtenir gain de cause. Très bien. Donc, ce n'était pas... Pour alors, Kabila. on aurait dit, alors à ce moment-là, j'étais pro-Kabila. Non, j'étais pro-femme d'abord, les femmes qui souffraient de viols et de violences à l'est de la RDC, et je suis pro-intégrité du territoire congolais. Ça, c'est moi. Très bien. Alors, quand on me dit que je suis pro-Tshisekedi, non, je ne suis pas pro-Tshisekedi, je ne suis pas du tout de l'UDPS, puisque les gens de l'UDPS me reprochent de ne pas être de leur.
Alors donc, quelque part, ça me conforte dans ma position de ne pas être pro quelqu'un. Je suis pro pays. Et donc, je peux vous dire, la relation que j'ai avec le président, on a grandi ensemble en Belgique. Très bien. C'est un grand frère, mais depuis qu'il est devenu président de la République, c'est le président de la République du Congo que je respecte en tant que président de la République du Congo, que je n'ai pas encore vu en tant que président de la République du Congo, si ce n'est une fois quand nous avons extrait les enfants congolais, les étudiants congolais venus de l'Ukraine, quand il a reçu ces enfants-là, puisqu'on était dans l'équipe pour aller les extraire. Donc c'est pour vous dire que je suis pro-congolais. C'est d'abord l'intérêt du peuple congolais, quel que soit le lieu où il est. C'est comme ça que je l'ai vu pour la question des enfants. Et depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. Et donc, et je le respecte parce que je ne pense pas qu'il doit voir tous les amis ou tous les petites sœurs ou les petits frères avec qui il a grandi, parce que je crois qu'il a une tâche assez ardue et difficile. Et donc, je ne suis pro-personne. Comme vous avez entendu un peu mes propos par rapport aux accords signés. Si j'étais pro-Tshisekedi, j'aurais applaudi cet accord. Donc, je ne suis pas du tout pro-Tshisekedi, je ne suis pas pro-UDP, je ne suis pas pro quoi que ce soit. Je suis pour le pays. Pour le Congo. Le Congo. Et j'agis à mon âme et conscience en fonction des objectifs qu'on se fixe. Et surtout, je voudrais le développement et l'élévation de ces peuples congolais. C'est à quoi je travaille. Donc, on peut me traiter de pro-céci, on peut me traiter d'anti-céci. Je m'en fous comme de l'an 40 à partir du moment où ma vision, mes convictions vont pour le redressement de la RDC, l'intégrité du territoire congolais et pour le développement de ces peuples. Voilà, si on me dit je suis pro quelqu'un. Si aujourd'hui je soutiens on fait le lobbying ici et qu'on va me qualifier des pro-tshisékédistes, je l'accepte. Pourquoi? Parce que le Congo a été envahi, les femmes sont en train d'être violées, je ne pouvais pas me taire. Donc, mon travail en tant que parlementaire d'origine congolaise était de faire le lobby. Je sensibilisais avec Gladys Kazadi, qui au moment où j'initiais la proposition de résolution, elle initiait aussi. Donc, on a mis en place cette proposition et on a sensibilisé tous les parlements, on a voté ça à l'unanimité. Alors, donc, Lydia a fait la même chose avec Papa Compagnie au niveau fédéral, d'autres vont au niveau de l'Union européenne, on accompagne, on dénonce, mais alors je pense que tous les Congolais, aujourd'hui, par rapport à la guerre du Rwanda, j'ai dit par rapport à la guerre, devaient être derrière le commandant suprême pour arriver à mettre la paix. Mais après, les linges sales, c'est laveront en famille, les choses qui ne vont pas à l'intérieur du pays. Oui, alors à ce moment-là, oui, l'opposition devait se lever et demander de compte au gouvernement, ce qui est logique. Mais aujourd'hui, quand on est en guerre contre un autre pays, on doit tous être patriotes et être derrière le pays, d'être derrière, pas une personne, d'être derrière le drapeau. Et je suis derrière le drapeau congolais. Très bien. On parle d'un dialogue au Congo. Soutenez-vous cette idée pour résoudre la question de la crise? Je pense au niveau où on est arrivé au Congo, oui, le dialogue est nécessaire. Le dialogue est Mais nécessaire. certains disent que c'est pour se partager des postes, le dialogue ne va pas résoudre la crise et tout et tout. Oui, certainement, ils vont se partager les postes parce que quand on fait un dialogue, fatalement, on se partage le poste. Donc, on ne va pas aller au dialogue pour rien. Donc, on appelle ça les négociations. Ici, nous, on appelle ça les négociations où on dit l'accord de la majorité, donc on se partage le poste. Et puis, on arrive sur un programme commun. Donc, je pense que le dialogue est nécessaire dans l'état actuel de la crise au Congo. Mais ces dialogues, il faut les faire en ayant une vision pour ce que l'on veut pour le Congo. Et c'est pas que pour se partager les postes. Si c'est que pour ça, c'est dommage. Il ne faut pas que ce soit des dialogues comme on a vu dans le temps. Il faut que ce soit des dialogues. Le dialogue doit essayer de ramener la paix au Congo et penser à comment mettre en place des stratégies en fait, pour développer le pays. Je pense que nous sommes quand même d'obédience bantou. Nous sommes des Africains. On a toujours travaillé quand il y a des conflits. On a toujours fait la palabre. Le dialogue, aujourd'hui, c'est la palabre entre Congolais pour essayer de résoudre le problème et de sortir un peu de cette crise et d'avancer. Mais je suis pour le dialogue. Le dialogue que préconise la CENCO et les CC ou le dialogue que préconise Tshisekedi? Écoute, peu importe. Moi, je pense que le dialogue, puisqu'il y a une partie qui préconise le dialogue, l'autre partie qui préconise le dialogue, il faut essayer de trouver un équilibre. Très bien. Donc, que ces deux parties se mettent autour de la table, trouvent un équilibre, une feuille de route
qui tiennent compte des convergences et qui enlèvent les divergences. Et puis, sur base de ça, alors on fait un dialogue qui intègre tout le monde. Parce que ça ne doit pas être un dialogue des ceci, dialogue des cela. Et c'est ça, en fait, qui fait perdurer la crise. À un moment donné, il faut que ces responsables prennent leurs responsabilités et voilà, qu'ils essayent de faire converger comment dire, les éléments des parts et d'autres pour les idées des parts et d'autres pour arriver à un vrai dialogue qui soit inclusif inclusif plutôt et donc voilà. Très bien. On va terminer rapidement. Une autre question, c'est aussi l'actualité. C'est le troisième mandat de Félix Tshisekedi. On parle de changement de la Constitution. Est-ce que vous soutenez cette idée-là? Non, Pourquoi? parce que aujourd'hui la Constitution est telle qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Je l'ai lue, elle n'est pas si mauvaise. Cette Constitution, d'abord, la première chose, je dis non, pourquoi? Parce que le pays est divisé. Mhm. On va faire changement de la Constitution avec qui? Avec une partie de la Constitution du pays. Et quand on va réunifier le pays, l'autre partie va dire nous n'avons pas ratifié le changement de la Constitution, on réchange à nouveau ou on fait quoi? Première question. La deuxième question, nous nous sommes battus. Et là, j'en appelle à la conscience du président de la République. Nous nous sommes battus ici et au Congo, Roxy est mort à cause du changement de la Constitution pour le troisième mandat de Kabila. Et le président Félix Tshisekedi, il y a plein de vidéos qui le montrent. On était ensemble, on s'est battus ici, on a fait des manifestations. Nous avons envoyé de l'argent au Congo, aux manifestants, pour qu'ils puissent tenir pendant les manifestations. Et les prêtres sont morts, les jeunes sont morts pour le changement de la Constitution. Et le président Tshisekedi était le premier à dire pas question du changement de la Constitution. Je lui pose la question, pourquoi est-ce qu'il veut le changer aujourd'hui? Dit aujourd'hui parce que nous sommes agressés et que c'est lui qui maîtrise la question de la guerre. L'un de ses lieutenants l'a dit, pour ne pas le citer, Didier Boudimbo, qu'il n'y a que Félix Tshisekedi qui peut résoudre cette crise. Il doit d'abord faire partir Kagame. Et Kagame, il est dans la Constitution congolaise? Non, pas du tout. Ben alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La crise congolaise, la guerre, c'est avec le pays étranger. La Constitution, ça gère les matières internes. Le président, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est le commandant suprême de l'armée. Oui. Et donc, il devait résoudre des problèmes de la guerre. Maintenant, il est en train de travailler par rapport aux accords signés, même si les accords sont déséquilibrés. Il est en train de le faire. En quoi est-ce que ça a à voir avec la Constitution qui régit les matières internes du pays? Je suis désolé. Et Boudi. Je verrais bien avoir un débat avec M. Boudi. Mais Tshisekedi va terminer le mandat pour Nanatikala, pour Nanaya. Mais la prochaine personne qui viendra, et c'est ça, les élections, c'est fait pour quoi? Les élections sont faites pour changer les personnes. Si on est d'accord avec le président, il a bien travaillé, ben, comme c'est 2 mandats, il y aura quelqu'un de son obédience qu'on va porter, un dauphin qu'il aura préparé, qui va continuer. Et si les gens ne sont pas satisfaits de leur travail, ben, ils partiront, il y aura d'autres personnes qui vont arriver, ils vont continuer. L'État, hein, c'est un continuum. On parle de la continuité de l'État et non des hommes. Aujourd'hui, les États-Unis entrent en guerre. Si demain, Donald Trump meurt, ou si demain, il y a des élections et que cette guerre perdure, ben, il y aura des élections aux États-Unis. Hein. Mais ils continueront aussi éventuellement à faire cette guerre ou à décider peut-être de négocier ou quoi. Mais ce n'est pas, je suis désolé, ce n'est pas, la Constitution ne dit pas que Tshisekedi doit rester. Et si cette guerre dure 10 ans, quoi, on continue avec le président? Mais non, je suis désolé. La Constitution, c'est les garants. C'est les garants des lois, c'est les garants d'un pays. On ne peut pas les changer au gré du vent en disant oui parce que, je suis désolé, les raisons avancées, c'est fallacieuse du tout. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut arriver à dire ça. Non, oui, on peut demander à un moment donné, vu la situation, on peut postposer les élections, ça passe alors au Parlement, on demande une prolongation. Une loi spéciale qui demande une prolongation du gouvernement actuel, le temps d'arriver à cette guerre avec une limite, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, 1 an, mais on ne peut pas venir nous dire que non, on doit changer la Constitution pour que le président reste parce qu'il y a une guerre avec un pays étranger. Ben non, c'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Il faut aller bien relire les écrits de cette Constitution et bien l'analyser pour ne pas venir sortir
des pareilles inepties. Excusez-moi du En terme, tout cas. mais voilà, je suis un peu en colère par rapport à ça. Mais je pense que non, on ne doit pas changer la Constitution. La Constitution, elle est telle. On changera la Constitution, on peut changer quelques articles, mais cet article-là avait été cadenassé, en fait. Oui. Et on va la changer pour dire qu'on va passer à 7 ans. Et si on passe à 7 ans aujourd'hui, donc ça veut dire que les 2 mandats du président tombent à l'eau. Oui. Donc le président va encore faire 2 mandats, donc ça nous fait 14 ans en 14 ans. plus Oui. avec le même président. Moi, je suis désolée, moi, ces présidents qui restent à vie en Afrique, ce n'est plus normal, en fait, parce que, voilà, on a des présidents qui ont fait 40 ans et leur pays n'évolue toujours pas. Alors, à quoi bon rester au pouvoir si c'est pour gérer des États moribonds? Donc, désolé, non, non, non. Il faut maintenir, on reste avec cette constitution. Une fois que le Congo est réuni, si d'aventure on devrait changer la constitution, mais alors il faut que toutes les conditions soient réunies, mais que cet article-là du mandat de président, elle est cadenassée, elle ne doit pas changer. L'article 220. C'est un article cadenassé, comme vous l'avez dit. Et puis, si vous voulez verrouiller, donc ça va rester comme ça. Et d'ailleurs, la Constitution elle-même ne permet pas le changement, au moins la révision. Donc, vous pouvez réviser certains articles qui ne sont pas verrouillés. C'est très important de le Exactement. rappeler. Voilà, c'est ça. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous demanderai quand même de lancer un message à tous les jeunes filles qui sont aussi victimes du racisme, comme vous l'avez été par le passé, dans vos débuts. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et puis un message à tous les Congolais qui vous ont suivis ce soir, ou qui vous suivent en ce moment même. Un message de réconfort, peut-être aux mamans de l'Est, à toutes les mamans qui vous suivent à Lubumbashi, à Kinshasa, et au peuple congolais en général. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Aux jeunes filles victimes de racisme, je vous dis, ne baissez pas le bras. Le racisme, on le sait, ça ne se terminera pas, mais en tout cas, au niveau de la Belgique, il y a des lois, Oui. il y a des institutions qui peuvent vous accompagner. J'ai une structure qui s'appelle United Color of Belgium, qui se bat qui accompagne les victimes d'actes racistes. Donc, si vous subissez ou vous avez subi ça, vous pouvez toujours nous contacter Ounia, aller dénoncer. Je crois que plus on dénoncera, plus il y aura des sanctions et moins il y aura peut-être d'actes de racisme. Ne restez pas avec ça. Parlez-en autour de vous, dénoncez, les médias sont là et il faut en parler. À mes mamans qui sont à l'Est, victimes des violences, des viols, et qui subissent en fait les exactions de la guerre, je voulais juste vous dire que je suis avec vous. Moi, je continue le combat ici, avec différentes associations qui viennent en aide à nos femmes qui sont à l'Est. Et je voudrais ici saluer aussi Christine Descraver, qui travaille beaucoup avec VD au niveau de Bukavu. Saluer le travail que le docteur Mukwege et son équipe fait. Donc, on est ensemble, on est avec vous. On va continuer à nous battre ici pour que vous recouvrez votre dignité. Et à toutes les jeunes filles qui veulent s'engager en politique, que ce soit ici au Congo, je vous dirais, allez-y, engagez-vous, venez. Donc, moi, mon mail est ouvert, mon Facebook est ouvert, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et donc, s'il faut que je vous accompagne avec d'autres femmes, d'autres collègues parlementaires, tant congolaises que belges ou d'origine marocaine, on travaille en fait à former des femmes qui veulent s'engager en politique. Donc, voilà, vous pouvez toujours faire appel à nous. Mais pour le peuple congolais, je vous dis tout simplement, j'ai une grande admiration pour votre résilience, mais je voudrais que vous transformez cette résilience en action, en force. Et donc, je vous demanderai de ne plus courber les chines, de vous lever comme un seul homme pour protéger la RDC, pour dénoncer les choses qui ne vont pas de manière pacifique, mais ne restez plus silencieux. Parce que quand vous restez silencieux, vous nous coupez les ailes pour vous aider. Vous coupez les ailes à la communauté internationale pour vous aider. Donc moi, mon message est simple. Donc levez-vous, redressez le front, bombez la torse et luttez pour les droits humains et surtout lutter pour garder l'intégrité du territoire congolais.
Allez, ça n'est fini pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas de vous abonner encore une fois à votre chaîne. Bye bye et prenez soin de vous. Au revoir.